Denis Bouanga, qui est niveau MVP. Hello, hello. Hello, comment ça va? Ça va et toi, Romain? Comment tu vas? Ça fait longtemps quand même. Ah, ouais, ça fait une semaine et quelques, non? À peu Ouais, près. bah depuis la fin du premier tour, hein, Et des oui, et playoffs. puis on a eu une trêve, donc oui, ça fait presque 2 semaines, oui, c'est vrai, excuse-moi, on n'a pas eu le temps de faire ces before des matchs, ces previews, pardon, des demi-finales de conférence. Donc là, on arrive déjà en finale de conférence. Et ça nous fait bizarre, hein. Ça y est, déjà, tout de suite. Mais de toute Bah, façon, on est là. On est là pour en parler, hein. On va pouvoir aborder ces matchs-là. Donc, on a eu 4 matchs. On va commencer par la conférence Ouest. Donc, déjà, entre les matchs entre Los Angeles FC et Seattle. Puis le Los Angeles Galaxy face au Minnesota. Et on partira sur la conférence Est, à l'inverse du coup de la dernière fois, avec Atlanta face à Orlando et le derby entre New York et New York, le Red Bull et City. Donc voilà, des matchs intéressants à suivre, Thomas. des matchs intéressants à suivre et je te propose bah, qu'on commence tout de suite, hein. Vas-y, je te suis. Du coup, on commence par le upset en soi, hein, le gros upset sur la LAFC et Seattle Sounders. Alors, upset, on se comprend, Thomas. Pourquoi? Parce que ben, le LAFC était quand même favori au vu de sa dynamique ces derniers temps, euh, son, au vu de son effectif, au vu de son expérience ces dernières années. Oui, LAFC était favori. Puis même, je regarde, tu vois, par exemple, les codes des bookmakers, je vois que l'AFC était aux alentours de 1,70 quand Seattle était autour de 3,80, 4. Donc voilà. D'ailleurs, je vois que c'est quand même intéressant parce que les codes ne sont pas les mêmes sur les parieurs sportifs pour la MLS. Donc, tu vois, si tu suis un minimum le championnat, tu peux avoir des belles cotes au final. Ben, moi, j'ai des potes à moi qui misent sur la MLS sans suivre le championnat. Donc, et Ah généralement, ouais? ils misent les buteurs. Donc, Cucho, Oui. Messi qui Ça peut être marque. Voilà. Ça peut être une bonne idée, c'est vrai, les buteurs, ça peut être pas plus mal. Ok. Bon, trêve de bavardage, Thomas, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette défaite en prolongation du LAFC. Pourtant, une équipe qui avait ouvert le score grâce à Olenchi de la tête sur un fameux corner. Mais malheureusement, juste après, ils ont encaissé un but, un CSC vraiment stupide, on va pas se mentir, de Maxime Chanot, le luxembourgeois. Et derrière, en prolongation, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Ils ont encaissé un but sur une frappe, sur un corner mal repoussé de Jordan Morris. Et puis Seattle a fait le travail et on le disait. On le disait que Seattle était une équipe très difficile à jouer pour l'AFC, que c'était une équipe qui pouvait les éliminer en un seul match. Ça a été le cas. Ça a été un match un peu piège pour l'AFC. Et malheureusement pour eux, l'aventure s'arrête là pour nos Frenchies, nos francophones, pas que Frenchies, nos francophones. Il y a quand même 4 francophones dans l'équipe. On le disait sur l'émission précédente. Ça n'a pas manqué pour le LAFC. Match assez particulier quand même dans la physionomie et dans le scénario. Ah, t'as les stats. Je pense que tu peux mettre les stats déjà. On va pouvoir en débattre tout le long. Hop là, elles sont là. Désolé. Non, c'est pas Petit lag. celui-là. Voilà, on y est. Du coup, oui, je disais que un match assez particulier dans la physionomie et dans le scénario parce que au final, c'est peut-être pas l'équipe la plus entreprenante qui s'impose et qui se qualifie pour les finales de conférence. Donc, assez surprenant quand même de voir le LAFC se faire battre un peu à son propre jeu. Hmm. Qu'elle a pu faire les saisons précédentes. On en a parlé lors de la précédente émission, hein. On avait dit qui aurait la possession. Finalement, c'est du 50-50. Mais on s'est dit, est-ce que l'AFC va procéder en contre et être peut-être moins dominateur?
Et ben finalement ils ont fait le contraire. Ils ont poussé, tiré, tenté. Un peu, ils se sont dit, ben on est en playoff, on a une force de frappe offensive, autant l'utiliser peut-être. Et malheureusement, ça n'a pas réussi. Pourtant, au vu des stats, ils méritaient. Hein. 27 tirs à 13, 10 tirs à 6, 1,3 d'XG. Mais Seattle n'a pas a fait le dos rond en fait, a plié mais n'a pas rompu, comme on dit, et a attendu de les amener en prolongation pour saisir leur opportunité. Seattle a fait preuve d'expérience. Hein. On sait que Seattle, c'est une équipe qui est une équipe historique de la MLS qui a connu Clairement. énormément de succès. Et là, ça s'est retrouvé sur ce tour-là. Ils ont bien abordé tactiquement leur rencontre. On savait que le plus important contre le LAFC, c'est d'empêcher les récupérations rapides pour leur jeu de transition avec notamment Bouanga qui peut partir en flèche sur son côté. On l'a très peu vu en plus sur la rencontre au final. Et Seattle a bien réussi à endormir la rencontre pendant un bon moment. Il a fallu attendre peut-être les 10 dernières minutes, peut-être les 5 dernières minutes du temps réglementaire pour vraiment commencer à voir le LAFC avoir des espaces et récupérer des ballons hauts et du coup logiquement apporter du danger. Mais ils sont tombés sur un excellent gardien qui a fait les arrêts au bon moment et qui a permis à Seattle de rester dans le match jusqu'à cette fameuse prolongation où ils ont su piquer et éliminer le LAFC avec froideur et sang-froid. Oui, exactement. Et tu parlais d'expérience. Maintenant, c'est quand même deux équipes d'expérience, les deux, hein. Que ce soit du côté de Seattle ou du LAFC en playoff. LAFC qui a gagné récemment, mais Seattle qui a 2 titres de champion dans les années 2014-2016, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'entre-temps, il y a Toronto. Euh, et ça a été... Seattle revient aussi à ce qu'ils savent faire, j'ai envie de dire, parce que ces dernières années, ils avaient échoué à chaque fois, ils nous décevaient un peu en playoff. Et là, finalement, ils reviennent bien en playoff, et puis ils ont réussi à bien se lancer. Et après, franchement, tu regardes, mine de rien, comment dire, ça fait quand même bizarre de voir sur les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales, une seule équipe qu'on attendait. C'est-à-dire que les 3 autres, finalement, on les attendait peut-être pas aussi haut, tu vois, et on les attendait peut-être pas en finale de conférence, au vu de leur forme, au vu de leur équipe, etc. Mais c'est aussi la magie de la MLS, tu vois, c'est que chaque équipe peut créer la surprise, peut créer l'exploit, et ils ont totalement su saisir cette chance-là, l'équipe de Seattle au moment donné. Surtout que récemment, Seattle en playoff butait toujours et souvent Mm. sur le LAFC qui les empêchait d'atteindre Oui, c'est les, ça. C'est un peu leur les bête noire. finales ou trucs. Donc c'est aussi pour Seattle une énorme performance de enfin conjurer un peu le mauvais sort, surtout en plus sur la pelouse du LAFC où le LAFC est très dangereux en phase finale. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas banaliser et au contraire à valoriser pour Seattle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Un dernier truc par rapport à l'AFC, ce que je pense que tu aimerais bien souligner, ça, c'est au niveau de leur formation. On voit que depuis la fin de la saison, et notamment surtout les playoffs, Steve Cherundolo a souhaité évoluer en 3-4-3, donc avec une défense à 3 derrière. Et c'est quelque chose qui t'a pas plu dès le début, Thomas. Enfin, en tout cas, au vu de l'effectif du LAFC, de leur jeu, et qui leur a fait défaut, finalement, pour toi, c'est ça? Pour moi, le LAFC est quasiment supérieur à bon nombre d'équipes en MLS. Et je pense que là, Cherundolo a fait une erreur parce que avec son 4-3-3, on avait beaucoup plus de transition, de verticalité. Hum.
de pressing. Et là, je trouve, surtout dans une adversité comme celle que Seattle leur a proposée avec un bloc relativement bas, bah, je trouve que l'utilité d'avoir un troisième central n'était pas si importante que ça. Et je pense qu'au contraire, il aurait fallu peut-être renforcer le milieu de terrain en y ajoutant son équilibre. Hein. C'est Ilie Sanchez qui est la sentinelle devant la défense habituelle et qui depuis quelque temps ne joue plus au profit de O'Brien qui est arrivé et qui s'est très rapidement installé en tant que titulaire. Et bizarrement, on a vu, notamment sur la première période de prolongation, une équipe du LAFC totalement métamorphosée et extrêmement dangereuse qui aurait pu très largement prendre les devants sur cette période-là. Et cette période coïncide avec l'entrée de Ilie Sanchez et du coup le retrait de Maxime Chanot qui est sorti. Donc moi je comprends pas pourquoi il a changé du tout au tout son équipe. Peut-être pour Giroud, hein, je sais pas, peut-être pour apporter un peu plus de centre avec des pistons. Je sais pas. Honnêtement, je comprends pas trop le changement de système comme ça, sans vraiment l'avoir beaucoup travaillé, surtout sans avoir eu énormément de résultats, parce que c'était déjà le cas, je crois, contre Columbus en finale de MLS Cup. C'était déjà le cas, je crois. Sûrement. Il joue à 3 défenseurs. Ouais. Je crois qu'ils jouent à 3 défenseurs et que ça ne passe pas, ils se font battre par l'an dernier, tu veux dire? Non, cette saison, la finale du coup. Oui, un US Open Cup, tu veux dire. C'est ça, je crois qu'ils évoluent déjà à 3 derrière, si je dis pas de bêtises. Je viens de voir aussi qu'ils avaient joué en demi-finale en US Open Cup contre Seattle. Ils jouaient à 3 derrière à ce moment-là. Et c'était Segura et avec Chano et Long en défense. Et tu me dis... Et quand ils gagnent, c'est contre le Sporting à 3 derrière, en 3-4-3, voilà. Ils jouaient déjà en 3-4-3. Et contre Columbus, je l'ai pas là tout de suite. Faudrait que je regarde sur mon ordi, mais voilà. En tout cas, je comprends pas le choix tactique. Ouais. Mais en plus, c'est vrai que tu le dis, hein, il a vraiment fait jouer Chano, il a fait sortir Chano pour Ilie Sanchez et direct en prolongation, et ça a changé beaucoup de choses. Il a vu direct qu'il fallait repasser à 4 derrière, alors qu'il y avait c'était le début de la prolongation, hein, c'était à la 91e, hein, donc il a voulu repasser à 4 et finalement derrière ils se prennent le but dans cette prolongation. Comme quoi faut toujours avoir notre bon vieux tonton espagnol au milieu de terrain, hein, Thomas. Moi je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi c'est lui l'équilibre de l'équipe. Et alors que c'est à la manière, mine de rien, de Sergio Busquets à l'époque du Barça, c'est un joueur totalement de l'ombre et qu'on n'entend pas parler, qu'on oublie qu'il faut mettre quasiment premier sur la liste, comme on peut voir avec peut-être plus d'impact en Rodri du côté de Manchester City. Ouais, un être mouvement qui est tout dépeuplé. J'ai même aussi après, je pense que c'est plus difficile à dire qu'à faire, mais je pense que il aurait dû poursuivre avec le système avec Bogush en neuf, Bouanga et Oliveira sur le côté. Mais bon, pourquoi pas, ouais, ça peut se faire, hein, et après faire rentrer Giroud. Ouais, je pense, parce que sur le début de saison, on voyait que ça se mettait en place cette association et que on voyait quand même les prémices de quelque chose d'intéressant, et c'est peut-être dommage d'avoir coupé cette dynamique-là en quelque sorte avec la titularisation d'un Olivier Giroud qui peine à être décisif et trouvé aussi par ses coéquipiers, quoi. Sur ce match-là, c'est pas Bogush qui en a fait les frais, hein. C'est Oliveira qui a déplacé Bogush côté droit, et Oliveira a été mis sur le banc et qui est rentré, et peut-être ouais, c'est ça, et qui est rentré après, voilà. D'ailleurs, par contre, le LAFC ils se sont trompés de Tillman, hein. Ils ont pas pris le bon. Je rigole, il est pas mauvais le frère, mais l'autre frère qui joue au PSV est plutôt en forme ces derniers temps, surtout en Ligue des Champions. Il nous fait des très belles performances. Les États-Unis d'Eindhoven nous ont régalé là sur le dernier match en Ligue des Champions.
Ricardo Pepi, Malik Sima, clairement, même Christian Pulisic. Hein. Oui, oui. Christian Pulisic est toujours là. On rappelle que c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions à l'heure actuelle, hein, et même de Serie De A. Milan même, tout. De Milan, de Oui, Serie de A. toute façon, c'est le meilleur joueur de Milan cette saison, ça c'est sûr, c'est clair et net. Mais ouais, Christian Pulisic est en forme et ça nous fait plaisir. Voilà. Et les Américains commencent petit à petit à s'imposer sur cette Ligue des Champions, donc on continue d'avoir un œil sur ça. Thomas, on a conclu avec Seattle. On va passer au Los Angeles Galaxy Allez, c'est parti. face à Minnesota. Un match qui a été pour le moins spectaculaire, Thomas, puisque mine de rien, là on voit le score 6-2, d'accord. On se dit waouh, quel branlé. Mais Minnesota, à un moment donné, était pas si mal que ça. Hein, on rappelle qu'il y a eu il y avait 3-2 pour Los Angeles Galaxy comme Minnesota. À la mi-temps, c'est voilà. 3-2 à la mi-temps. Non, il y avait... attends. Oui, si, exactement. 3-2 à la mi-temps. Et il marque le 4e but au retour des vestiaires. C'est ça. Et entre-temps, il y a surtout eu un penalty loupé. Un penalty arrêté pour Minnesota. Ouais, après, je crois que c'est au moment du 2-1. C'est au moment du 2-1, il me semble. Bah, en fait, ça fait donc 3-1. Non, ça fait 3-1. Un 3-1, penalty pour le 3-2, il est raté, puis il est retiré. Et du coup, il est marqué par Yeboah. Ouais, c'est ça. Voilà. Il me semble que de l'autre côté aussi, il y a un penalty, si je dis pas de bêtises, non? Un penalty raté de Gabriel Peck, qui voulait son triplé absolument. Il est gourmand. Bon, sinon, hors rigolade, le match du LA Galaxy a été incroyable. Clairement, un match de fou, un but exceptionnel de Gabriel Peck. Je crois que c'est les minutes, c'est le deuxième but de... Oui, c'est le deuxième. C'est le deuxième où il part du milieu de terrain quasiment. Il fait un premier crochet, un petit pont, un grand pont, un truc genre, une accélération, puis il arrive, on se dit, il va la centrer, il va la donner au bout de l'effort. Non, il frappe, il conclut, il croise. Magnifique. Et c'est d'ailleurs le but qui tue tout, puisque c'est le 4e et que derrière Minnesota décroche. On a eu aussi un très bon Joseph Pencil, forcément, qui a été de son doublé. Donc que des doublés dans ce match-là, pour Joveljic aussi qui s'est régalé. La première fois de l'histoire des playoffs que ça arrive. Qu'il y a 3 doublés. Oui. Incroyable. Ah, franchement, c'est fou. Et que dire de cette équipe, on les savait favoris. Mais là, waouh, ils marquent au fer rouge ces playoffs, en tout cas. Et c'est pas une grosse performance, c'est chaque match est une performance du côté du LAFC, du LA Galaxy. C'est démentiel. C'est démentiel. La force offensive de cette équipe est totalement invraisemblable. C'est vraiment choquant. On en parlait notamment sur nos émissions quand on était en plateau à l'approche du Trafico, où on voyait déjà que le Galaxy avait une force de frappe intéressante. Hein, et ça s'est vraiment confirmé, ça s'est transformé en une réalité, et on voit vraiment que la ligne, les 4 de devant sont phénoménaux. Et c'est très difficile pour les défenses de MLS de résister sur 90 minutes. Et tu dis 4, on rappelle, tu dis 4 parce que au final, ils sont 3. Au début, c'est Pencil, Joveljic et Peck. Ouais, mais il y a le quarterback. Voilà, il y a le 4e que tu comptes, c'est Riqui Puig en fait. Il y a le quarterback, c'est ça exactement en fait. C'est Riqui Puig. C'est exceptionnel aussi la production qu'il a en termes de passes clés, passes décisives. Il joue toujours vers l'avant. Tout ce qu'il fait, c'est vers l'avant. C'est pour chercher les espaces. Et puis, mention spéciale à Greg Vanney aussi, qui a enfin, je pense, eu l'effectif qu'il souhaitait. Il y a ça qui fait. Hein. On sait que c'est quelqu'un qui adore jouer en 4-3-3 avec des ailiers vraiment de profondeur et de percussion.
on lui a amené tout le matériel dont il avait besoin pour faire fonctionner son équipe à merveille. Et là, on voit vraiment ce que une équipe avec tous les aspects du jeu peut faire. Parce que là, le Galaxy peut faire mal en transition, en attaque placée, euh, à des ailiers de percussion, à des ailiers qui sont capables de rentrer à l'intérieur du jeu. On a un avant-centre qui peut occuper le front de l'attaque, qui peut lui aussi prendre la profondeur, qui peut jouer dos au but. Donc tu commences quand même à avoir une équipe vraiment complète et très 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 dangereuse pour la suite. Et le pire du pire, c'est que dans tout ça, tu rajoutes une superstar qui est Marco Reus au milieu de terrain et qui assaisonne tout ça. Et puis celui qui a pris la place finalement, c'est pas Delgado qui est le troisième larron au milieu de terrain, c'est Chirillo Ouais. le jeune américain Edwin Chirillo a pris sa place sur ses playoffs et qui ne la quitte pas, hein, écoute, et qui est plutôt bien au milieu de Ricky Puig et de Marco Reus, qui sont deux vrais créateurs, et qui lui, il est plutôt là en retrait pour contrôler tout ça. Même si Marco Reus, c'est encore en deçà pour moi. Bon, il vient Oui, d'arriver aussi, faut pas se le cacher, mais c'est coup-ci coup-ça. C'est coup-ci coup-ça, je trouve, oui, Marco Reus, vraiment. Et puis surtout, ils battent des records en fait là. Le Galaxy, ils sont déjà la deuxième équipe avec la plus prolifique en playoff. Ils ont inscrit 15 buts en 3 matchs. La première équipe, c'est Toronto qui avait inscrit 17 buts sur un run de playoff. Le tout c'est un run. en 6 matchs, ouais, en 6 matchs. Voilà. Ils ont pris le double. Ils ont déjà la moitié. Moitié moins, il y a que 2 buts de retard pour le Galaxy. Bah, tu sais que là, d'ailleurs, face à Seattle, il va affronter, ça va être la meilleure attaque face à la meilleure défense de ces playoffs. Donc ça va être intéressant. Et il y a aussi un truc, Thomas, tu sais, qui est drôle par rapport à ça. C'est que là, ben, forcément, le Galaxy, ils ont joué qu'un seul match à l'extérieur en playoff. Ils ont fait une victoire, enfin 2 victoires consécutives. Et là, ils ont encore joué à domicile. Euh, il faut pas oublier que le Galaxy, à domicile, c'est la meilleure équipe de la saison régulière, toutes les ligues confondues, etc. Ils ont 42 points, soit 5 points de plus que l'Inter Miami, tu sais, à domicile. Ouais. Et c'est qu'une seule défaite. Est-ce que tu sais c'est contre qui cette défaite? Seattle? Et non. Tu parlais du match qu'on avait Ah mais oui, préparé. le Trafico Eh oui, Au Rose Bowl Stadium. exactement, au Rose Bowl Stadium. Seule défaite du LA Galaxy cette saison à domicile. Qui n'est finalement même pas dans leur vrai stade, puisque c'est pas leur vrai stade, le Ouais, Rose Bowl. là c'est le Dignity Health Park. Ouais. Et là, j'ai pas de souvenir. Il me semble qu'ils ont rejoué au Rose Bowl, là, hein, pour la demi. Ah, je Si je crois dis pas. pas de Je crois bêtises. que c'était au Non, Dignity. non, t'as raison. Ils ont joué au Dignity. J'ai dit des bêtises. Ok. Et demain, ils joueront encore au Dignity. Donc, pas de match au Rose Bowl. Peut-être la finale. Peut-être la finale, ce serait pas mal. Hein, ça peut. Après, attention, puisque ça leur a apporté malchance sur cette saison, donc C'est attention. sûr. Mais ça peut être sympa. C'est je regarde dans tous les cas, c'est le mieux classé, mais Dans tous les cas, je pense qu'ils recevront s'ils arrivent en finale. Parce 64, que ouais, mais je regarde juste par rapport si c'est pas eux qui passent, si c'est Seattle 57 points, Orlando 52 et ok, donc ça sera dans tous les cas c'est la conférence Ouest qui accueillera la finale, ok. que ce soit Los Angeles Galaxy ou Seattle. Bon, juste on a beaucoup parlé du LA Galaxy, il y a pas grand chose à dire à part qu'ils ont été phénoménales et qu'ils Juste, sont ultra favoris. juste parler de Gabriel Peck qui réalise une saison Voilà, totalement exceptionnelle et je pense que il carrément. pourrait prétendre Être MVP, exactement. Bah tu as lu dans mes pensées, c'est tout à fait ce que j'allais dire. Il a commencé un peu diesel où il n'arrivait pas trop c'est ça. à trouver sa place. Il y avait des fois Fagundes qui venait le suppléer sur quelques matchs en tant que titulaire. Mais Hmm. là, une fois lancé, il s'arrête plus. Et je crois que de ce que j'ai vu aussi, le Galaxy, c'est la première équipe, je crois, à avoir 4 joueurs avec 20 buts et un total de 20 entre
passes Bah, et buts. ils ont 4 joueurs là à plus de 10 buts Ouais, c'est déjà ça. dans l'équipe. 10 buts, 10 passes D, je crois. Ils en ont 4. Et là, ouais, c'est ça. Enfin, si Petit, il a 9 passes D. Oui, ça, c'est. Ils en ont 3. 3 à 10 buts, 10 passes D. Et en fait, c'est surtout que Gabriel Peck, il est là, genre, noyé dans les classements des buteurs. Il est que 8e, mais il est noyé derrière les Benteke, Messi, Bouanga, Suarez, Cucho, Arango, Gazdag. Voilà. Il est noyé un peu, c'est derrière ça, mais derrière, c'est celui qui a le plus de passes D de tous, sauf Messi. Mais c'est un extraterrestre, Messi. Euh, derrière, Gabriel Peck, c'est mine de rien 16 buts et 14 passes Ah bah oui, décisives donc c'est pour ça en que championnat, Thomas. MVP. Juste un champion. Donc, en fait, le mec, il est décisif sur 30 matchs Et pourquoi pas dans la MVP des saison. finales? Moi, je. Attention. Ah, clairement, il mériterait. Je regarde dans les joueurs les buts et passes décisives. Ben voilà, Gabriel Peck, un coup sur 34 buts et passes décisives. Mais celui-là, je pense qu'ils doivent compter le. Ouais, Oui, je parce qu'en vois. MLS, Oui. il compte avant dernière passe et passe D. Non, non, c'est pas ça. C'est je vois dans sur je suis napité, je suis sur Oui, OneFootball pour voir les buteurs et je pense qu'ils comptent les playoffs. Parce que je d'accord. le vois là, tu vois, sur Flashcore, je l'ai vérifié, il était à 16 buts. Et là, je le vois à 19 buts sur Oui, OneFootball, oui, du coup, il compte les 19 buts playoffs avec. et 15 passes D. Et donc, il est le meilleur buteur-passeur de la ligue. 34 buts, passes D. Incroyable. Non, non, On MVP en l'avait totalement zappé puissance. même, carrément. MVP en puissance, c'est vrai que on s'en est pas rendu compte, je pense, sur la saison Ouais. régulière parce que on avait souvent Benteke, Il est noyé dans un etc. collectif C'est- aussi. Ça aussi, ça joue pas en sa faveur. Mais attention quand même, hein. Attention Galaxy, il y a peut-être quelques petits. Parce que sur la physionomie du match, Minnesota a montré quand même quelques trucs intéressants qui ont mis en difficulté le Galaxy. Ok, ils ont une attaque de folie, Hmm. mais la défense, c'est pas non plus leur fort. Ouais. Donc Donc attention. c'est tout pour l'attaque et il vaut mieux pas qu'il tombe face à Seattle comme l'a fait le LAFC sur un match étriqué, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que là, sur leur parcours, ils ont rencontré des équipes dites défensives. Mais là, je pense qu'en finale, ils vont affronter ce qui se fait de mieux en termes Hmm. de tactique et de défense. Donc attention Hmm. à pas se faire piéger et pas tomber dans un match frustrant où ils ont une tonne d'occasions et que ça ne Ouais. rentre pas, quoi. Le piège par excellence, c'est sûr. C'est Bah, de toute ça. façon, il va falloir qu'il fasse. Tu peux pas faire mieux que ce que tu as fait au précédent match, c'est-à-dire marquer dès la première minute. Voilà, c'est va falloir il faut qu'il fasse la même chose C'est ce qui a tué pour être Minnesota hein, sur ce match. serein, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, juste pour conclure, Thomas, un petit mot sur Minnesota, sur leur saison avec leur entraîneur. On sait que c'est un entraîneur forcément que tu connaissais, l'ancien assistant de Manchester United. Un mot sur sa première saison au final. Bah, c'est une saison réussie, hein. C'est une saison réussie. Demi-finaliste C'est clair. des playoffs. Il arrive pour sa première saison à, à obtenir les playoffs, aller passer un tour. Et puis surtout, Eric Ramsey. et surtout, il a ramené quand même un joueur intéressant là, avec Kelvin Yeboah qui m'a vraiment impressionné, moi. Il m'a impressionné sur le match. Je trouve vraiment qu'il ça a l'air d'être un joueur de talent et je pense qu'il va il va se régaler en MLS, hein. Ouais, qui arrive du Standard de Liège Oui, hein, oui, en il va cours de se régaler, saison. hein. Et tu sais que c'est un joueur, mine de rien, qui est passé par la Ligue 1, mais qu'on n'a pas spécialement vu, puisqu'il est Mhm. passé par Montpellier D'accord. en 2023-2024. C'est vrai que je me rappelle maintenant, mais il a fait 13 matchs sans aucun but marqué, tu vois. Derrière, il est parti au Standard, 14 matchs, 6 buts. Et là, il arrive en MLS, 12 matchs, 9 buts. Ouais, ouais, non, non. Il, C'est la il, différence, il monte clairement en puissance. Et tu sais qu'il est de quelle origine? Ça, par contre, je m'y attendais pas. il est de quelle Il est origine? italien. Ah oui, d'accord, ok. Donc après, bon, en ce moment, ils auraient des guides qui marchent, qui fonctionnent très bien, mais Pourquoi pas, pourquoi pas hein. peut-être à l'avenir, hein, Bah, parce si que là, peut-être jouer pour l'Italie. il met un but de folie là contre l'enchaînement. Il prend la balle, il envoie une frappe premier poteau comme ça dans la lucarne. Une fusée. Waouh! La frappe de... Waouh, j'étais choqué moi aussi. Donc Tu sais, vraiment, c'est genre quand tu vois le but, tu fais...
C'est le même regard, quoi. Vraiment. Parce qu'en plus, il était vraiment livré à lui-même, hein. Il était quasiment esselé sur la pointe de l'attaque, mais il arrivait toujours à Ah, mais, bonifier, à bonifier les ballons qui touchaient et à mettre en danger Yoshida et j'ai oublié le deuxième et pas Nil, central. mais Borges, non, je crois que Ouais, ça. j'ai Ou oublié Cor, le nom. le Colombien, ouais. Euh, et d'ailleurs, tu regardes sur les applis, tu sais, les applis de sport, sur les notes, sur toutes les applis, tu vois les notes des différents joueurs qui sont attribués. Tu vois tous ses coéquipiers en rouge, sauf Yeboah, et c'est le seul en vert. Genre, ils Non, ont mais 5, 6, etc. Et lui, il a 9, 8 à ouais, 8 ouais, tout c'est seul. vrai. Il a bonifié, Elle a il a mis surnagé, ses ouais, buts, c'est il a clair. mis ses 2 buts. Hmm. Mais malheureusement pour eux, c'est les momentum du match. Et le Galaxy a su marquer à des moments importants de la rencontre. Ce qui a empêché Minnesota de faire basculer la rencontre de leur côté, quoi. Et surtout il a réussi à mettre Timon Pukki, qui était la superstar de l'équipe en attaque, sur le banc. Ouais, Ça fait fort. ça c'est fort et c'est surtout un choix à mettre au crédit de Ramsey, hein, qui Ah oui, a, qui a senti peut-être que Pookie c'était plus trop ça et il fallait avoir peut-être ramené du sang neuf avec Eboa. Et je pense que là, ils ont trouvé un très bon joueur. Et c'est une excellente pioche pour Minnesota dans les années à venir avec Sangbin, exactement. Et Robin Lod, il y a Robin Robin Lod, Lod, Longwane putain, j'avais aussi. pas vu. Il fait 16 passes décisives, le Finlandais. Waouh! Oui, oui, bah oui, 16 c'est passes décisives et valeur sûre du Ouais, championnat. Joseph Rosales, 11 passes décisives. Et Scott Sinclair aussi, là, le gardien qui arrête un penalty, Ah, là, le ouais, penalty de clairement. Jovencic. Drake Sinclair. Ouais, voilà, c'est ça. Non, pardon. Dane Sinclair. Tu vois, je Ouais, trouve lui, il est que très chaud, hein. petit à petit, tu peux te créer une petite colonne vertébrale, quoi. Donc peut-être Bah, une charnière centrale intéressante, mais tu commences à avoir quelque chose avec un vrai bon neuf, un vrai bon gardien, un Robin Lod qui crée le jeu, un Sangbin qui peut percuter sur les côtés, avec Longwane et Yeboah devant. Ça commence petit à petit à ressembler à quelque chose. Pour une première année, il y a des satisfactions côté Minnesota. donc un bilan très positif et mention très bien, on va dire, et pas à rougir d'avoir été jusqu'à là en tant que sixième déjà. Totalement. Ils ont réalisé un bel upset au tour d'avant face au Real Salt Lake, donc bravo à eux, belle saison.